Alors bonjour à tous, merci de vous être connectés pour ce webinaire sur la thématique renforcer la valeur du cycle de vie des clients dans les institutions financières. Alors je pense qu'on va attendre peut-être une petite minute avant de démarrer cet échange. N'hésitez pas du coup à poser vos questions dans le chat. Dans le chat, on essaiera, la Solange qui est en charge de l'animation de ce webinaire sera en charge de poser les questions aux intervenants au moment voulu. Alors, en quelques mots, Finance Novation, nous, on est une association qui a pour objectif de rassembler les acteurs de la finance autour des grandes thématiques liées à l'innovation. Et c'est dans ce contexte-là qu'on organise régulièrement des matinales, des cocktails de networking, des groupes de travail, etc. Et c'est dans ce contexte-là qu'on organise ce webinaire sur cette thématique. Alors, juste pour information, ce webinaire sera disponible en replay et sur notre chaîne YouTube, et du coup, il sera accessible à tous si vous n'avez pas le temps de le regarder aujourd'hui. Voilà, du coup, je laisse la place aux intervenants et très bon webinaire. Merci. Merci beaucoup, Anne. Donc, bonjour à tous, je suis Solange Daumé, Senior Manager chez Columbus Consulting, qui est un cabinet de conseil qui accompagne notamment les transformations dans le secteur bancaire. Et je suis ravie d'animer ce webinaire. Donc, avant toute chose, ce que je propose, c'est qu'on fasse un tour de table pour que chaque intervenant puisse se présenter et présenter l'activité de son entreprise. En commençant peut-être par Marc. Oui, eh bien bonjour, ravi d'être parmi vous. Donc Marc Durand, alors moi je suis responsable de l'expérience client chez Nickel et précédemment j'occupais différentes positions au sein du groupe BNP Paribas. J'ai rejoint Nickel il y a 3 ans. Peut-être quelques mots pour parler de Nickel. Alors Nickel, c'est une fintech qui a été créée il y a 10 ans, qui a été rachetée justement par le groupe BNP Paribas il y a environ 5 ans. Cette fintech propose en fait des comptes courants et des cartes de paiement à des clients particuliers. Voilà. Donc le succès de Nickel repose en fait sur une idée assez simple, mais assez disruptive. En fait, on propose à nos clients de pouvoir ouvrir un compte, d'avoir une carte et d'avoir un RIB en 5 minutes, en se rendant tout simplement dans le bureau de tabac du coin pour ouvrir ce compte et pour récupérer cette carte. Donc c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple. Qui répond vraiment, enfin qui a eu un très fort écho dès la création et qui répond à un besoin finalement assez simple de nos clients, qui est le besoin de pouvoir payer et de pouvoir être payé, voilà, sans avoir à forcément pousser les portes d'une agence bancaire. Donc ça correspond finalement assez bien à des personnes qui veulent pouvoir consommer assez simplement le fait d'être payé. Et c'est une idée qui est vraiment dans l'air du temps, qui s'appuie sur des valeurs en plus assez fortes. On a des valeurs d'inclusion, des valeurs d'universalité qui nous tiennent vraiment à cœur et qui font qu'on accueille des clients du monde entier. On accueille des clients de 190 nationalités, sans condition de revenus. On n'a pas de segmentation client. Et puis, nos clients, ce qu'ils apprécient, c'est que chez Nickel, il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a pas d'autorisation de découvert. On a ces dépenses qui apparaissent sur le compte en temps réel, donc ça facilite là aussi le suivi du compte. Et puis, il y a un autre point que nos clients apprécient particulièrement, c'est qu'ils payent le juste prix. Il n'y a pas de frais cachés. Ils payent ce qu'ils consomment et pas plus que ce qu'ils consomment. Donc, c'est quelque chose qui est forcément valorisé par nos clients et ça marche plutôt bien. On vient de fêter ce matin nos 4 millions de comptes ouverts en France et en Europe, donc on est ravis de ça. On a un recrutement qui continue à être assez exponentiel en termes de croissance. Et puis, on a une internationalisation aussi qu'on a entrepris il y a 3 ans, avec l'ouverture de l'Espagne, de la Belgique, du Portugal et l'Allemagne qu'on a également ouvert cette année. Donc voilà, c'est un modèle qui est plutôt très sympa et qui fonctionne bien. Et on a quelques enjeux, effectivement, dont on parlera aujourd'hui, qui sont les mêmes que les vôtres, évidemment, hein, le fait de capter de nouveaux clients, d'arriver à les fidéliser, et puis d'arriver aussi à valider ce modèle à l'international. C'est le 3e enjeu extrêmement fort sur lequel on travaille. Voilà. Merci beaucoup, Marc. Je propose de basculer et que Frédéric présente Plébicom, qui est intitulé Nicolas, là on voit le nom, mais c'est bien Frédéric. Bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invité sur ce webinaire. Donc, je suis Frédéric Collab, je suis directeur du développement sur la partie bancaire chez Majorel. Majorel, c'est l'une des marques du groupe Téléperformance sur le marché francophone.
Donc, en quelques mots, Téléperformance, c'est 500 000 collaborateurs dans 170 pays, c'est 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et sur le marché francophone, donc il y a deux marques, et l'une des deux marques, c'est Majorel. Majorel, c'est 600 millions d'euros de chiffre d'affaires. On a 22 000 collaborateurs. Et le marché francophone chez Majorel, c'est la France, le Portugal, le Maroc et l'Afrique subsaharienne, pardon. Et sur ce marché, on opère dans différents segments. Et sur le marché banque-assurance francophone, on a 3000 collaborateurs. Et donc, je suis directeur du développement sur cette partie. En quelques mots, on intervient sur l'ensemble du cycle de vie du client en marque blanche sur les outils de nos clients donneurs d'ordre, donc qui sont des banques, des services financiers, et on intervient en front et en back office. Donc en front, ça va être tout ce qui est interaction client, email, téléphone entrant, chat, et en back, tout ce qui est exécution des opérations. Et donc nous, le client, c'est vraiment le cœur de notre activité. Et donc c'est vraiment le client, il est au cœur de toutes nos attentions. Merci beaucoup, Frédéric. Je propose que Gilles présente maintenant les activités de Plévicom. Oui, bonjour à tous. Désolé pour la caméra, mais je suis pourtant bien rasé ce matin. Nous, Plévicom, donc je suis le cofondateur et PDG de Plévicom. Plévicom, c'est deux activités. C'est une activité B2C avec des sites de cashback qui s'appellent eBayClub.com et Poolpeo. Et puis, c'est une activité B2B où là, on propose justement aux banques des plateformes d'avantages qu'elles puissent proposer à leurs clients toute une série d'avantages, en particulier du cashback, mais pas que. On est une centaine de personnes sur 5 pays et les principaux avantages qu'on propose aujourd'hui, c'est du cashback online, c'est-à-dire pour faire des achats sur Internet en bénéficiant de cashback, pour également avec des nouvelles technologies dont on pourra peut-être parler du cashback en boutique, avec l'utilisation justement de la carte bancaire pour pouvoir bénéficier d'un cashback associé à sa carte bancaire. Et puis les derniers venus en termes de système d'avantage, c'est ce qu'on appelle les bons d'achat, c'est-à-dire la possibilité d'acheter quelque part une carte cadeau avec une remise immédiate ou avec un cashback qui permet d'acheter justement en boutique. Et donc l'enjeu pour nous, c'est on a à peu près 2 millions de membres sur le B2C et un peu plus sur le B2B. C'est bien évidemment recruter, fidéliser, éviter le churn, satisfaire, etc., etc. Donc, on verra tout ça, comment en effet, on peut répondre à ce type de problématique. Merci beaucoup. Et enfin, Christophe. Donc, bonjour à tous, je suis le cofondateur et directeur produit de Zelros. Donc Zelros, on est une fintech, insurtech, on existe depuis environ 8 ans, on est une quarantaine dans l'entreprise et on est dans la catégorie tech enabler. Donc nous on développe une plateforme IA qui permet aux acteurs de l'assurance et de la banque assurance d'être plus proactifs et personnalisés dans leur devoir de conseil. Donc notre technologie se déploie sur tous les types de canaux, historiquement sur les canaux plutôt humains et agences. Donc on équipe voilà, les CRM des conseillers ou agents de notre solution. On pourra donner quelques exemples un peu plus tard. On équipe également beaucoup de centres à distance, de nos centres de services clients par téléphone, et puis également les canaux digitaux type portail self-care. Donc on a une vingtaine aujourd'hui de clients mutualistes, banques assureurs ou assureurs qui nous utilisent notre solution, plusieurs dizaines de milliers de conseillers qui sont équipés, plusieurs millions de recommandations chaque mois avec notre solution. Merci beaucoup pour ces présentations. Vous l'avez évoqué, le cycle de vie du client, il y a plusieurs phases. Il y a la phase d'acquisition, fidélisation, de rétention. Et je vais vous poser du coup une première question par rapport à cette première phase qui est celle de l'acquisition. Quelles sont les stratégies que vous développez pour acquérir des nouveaux clients? Je vais démarrer par Marc, du coup, chez Nickel. Oui, alors, bon, évidemment, attirer de nouveaux clients, c'est une priorité pour toutes les entreprises. Alors, pour une entreprise assez récente comme Nickel, encore que, entre guillemets, 10 ans, donc ça l'est peut-être encore même plus. Sur ce sujet, en fait, on a deux leviers. Enfin, on a un premier levier qui est vraiment le cœur de notre stratégie d'acquisition. Voilà, c'est le fait de se dire que pour attirer de nouveaux clients, les premiers prescripteurs, en fait, ce sont déjà nos clients. Donc, on s'attache vraiment
à ce que la satisfaction client elle soit vraiment au cœur de la stratégie de ce que l'on fait chez Nickel. Et on veut vraiment proposer à nos clients une offre de qualité au meilleur prix pour qu'ils aient envie justement d'en parler autour d'eux. C'est vraiment le point essentiel. Et en fait, on ne veut pas que Nickel soit perçu, même si c'est une offre bon marché, on ne veut pas que ce soit perçu comme une offre low cost, clairement. Donc, on est vraiment vigilant à cette qualité d'offre. Et par exemple, on met à disposition de nos clients une carte Mastercard, une app et un site web qui sont régulièrement primés parmi les meilleurs effectivement de leur secteur. On a des points self-care de qualité. On a lancé récemment un chatbot. On a complètement repensé notre FAQ pour que nos clients puissent avoir un environnement qui soit les plus qualitatifs possible. On a un service client qui est ouvert 6 jours sur 7. Enfin voilà, on retrouve tout ce qu'on retrouve dans une banque classique. Pas une banque, on est un établissement de paiement, mais voilà, on a ce niveau de service effectivement de haut niveau. Donc, c'est vraiment un point très important et qui s'inscrit d'ailleurs dans une stratégie un peu plus globale. Il faut avoir à l'esprit qu'un client chez Nickel, voilà, dépense à peu près 80 € par an. Donc, 80 € par an, pardon. Ce qui est beaucoup moins que ce qu'il peut dépenser pour une offre équivalente dans une banque. On est plutôt aux alentours de 300 €. Donc, on se doit aussi d'être très vigilant à la structure de coût que l'on met en face effectivement de ses revenus pour pouvoir garder effectivement une tarification qui reste offensive et des clients qui ont envie de rester chez nous dans la durée. Donc, tout est pensé en conséquence. On développe effectivement le self-care pour avoir effectivement la capacité à donner une offre qualitative à nos clients, mais qui soit autonome pour la consommer. On optimise nos process pour essayer d'automatiser au maximum les différentes demandes, le traitement des différentes demandes de nos clients. Et puis, quand on a besoin effectivement qu'un client soit mis en relation avec un de nos conseillers, à ce moment-là, on essaie de rendre l'interaction la plus efficace possible avec des demandes simples, par exemple, qui sont traitées en externe, des demandes un peu plus complexes qui peuvent être plutôt traitées en interne. Donc voilà, on essaie vraiment en permanence d'avoir le mix optimal en termes de coûts pour pouvoir avoir cette capacité à continuer à proposer des prix qui soient les plus attrayants possibles et donc être les plus compétitifs possibles en termes de politique d'acquisition. Alors, ça marche plutôt bien d'ailleurs, hein, parce qu'on arrive à baisser, avoir un coût du service client qui est de plus en plus maîtrisé. On était il y a 3 ans à 12 € par client et par an. On est maintenant plutôt aux alentours de 6-7 € par client et par an. Donc, on arrive effectivement à adapter comme ça le coût de notre service client. On arrive à rendre nos clients de plus en plus autonomes. On avait un client qui nous contactait tous les 8 mois environ il y a 3 ans et maintenant c'est plutôt une fois tous les 4 mois et qui nous contacte maintenant plutôt une fois tous les 8 mois. Et puis, dans le même temps, là où c'est plutôt sympa, c'est qu'on a réussi à optimiser ces aspects d'efficacité opérationnelle tout en ayant justement des clients qui sont de plus en plus satisfaits de ce qu'ils consomment chez Nickel. On a un NPS qui a, sur la même période de 3 ans, qui a évolué de plus 45 à plus 55. Et puis, on a un niveau de recommandation qui est d'un client sur 2. On a un client sur 2 qui arrive aujourd'hui grâce au bouche à oreille chez Nickel. Donc, voilà, ça, c'est le premier levier très fort, la qualité de service, le fait de garder un modèle qui soit optimisé pour être toujours plus qualitatif en termes de satisfaction client. Le deuxième pilier qui est extrêmement structurant chez nous, c'est notre réseau de points de vente. Et c'est ce qui fait la spécificité probablement de Nickel dans l'univers des différentes fintech qui proposent du paiement en France. On a évidemment un setup digital avec une app et un site web, mais on a aussi un réseau de distribution très étoffé en France, puisqu'on travaille avec le réseau des buralistes français, puis avec d'autres réseaux de points de vente dans nos différents pays. Et en France, par exemple, on a 8000 points de vente qui distribuent l'offre Nickel. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui est extrêmement précieux et auquel on est très, très attaché, puisque ces buralistes qui sont répartis sur le territoire français, ils sont nos premiers prescripteurs. Ils jouent un rôle extrêmement fort localement. Ils sont présents dans des zones urbaines et dans des zones rurales. Ils sont parfois un des derniers commerces qui peuvent subsister dans certaines zones rurales, notamment permettre cet accès au compte qui n'est plus forcément possible via des réseaux d'agences qui sont pas forcément toujours présents maintenant dans ces zones rurales. Donc voilà, il y a vraiment un lien très très fort qui est affirmé par ce réseau de buralistes locaux qui jouent ce rôle de prescripteur. Voilà. Donc, quand on met bout à bout ces éléments qualitatifs en termes de qualité de service et puis ce réseau de distribution, on a une capacité à être très attractif. On recrute 60 000 nouveaux clients en moyenne tous les mois. Et ce qui est intéressant, c'est que voilà, ces deux leviers nous permettent d'avoir un coût d'acquisition
extrêmement raisonnable. On verse pas, par exemple, de primes de bienvenue à nos clients. On n'a pas besoin de verser de primes de bienvenue à nos clients pour que nos nouveaux clients nous rejoignent. On se contente de quelques dépenses de communication avec des spots télé, radio, des affichages dans le métro, sur les sites web, etc. Pour la notoriété, mais on n'a pas besoin de verser de primes de bienvenue. Donc ça, voilà, c'est quelque chose de plutôt positif pour nous, évidemment. Et ça nous permet d'entretenir ce cercle vertueux de recrutement extrêmement dynamique chez Nickel. Voilà. Merci beaucoup. Frédéric, chez Majorel, vous travaillez avec beaucoup d'acteurs bancaires, notamment sur les sujets de mobilité bancaire. Quels sont les autres cas d'usage sur lesquels vous travaillez autour de l'acquisition ? Alors, sur l'acquisition, pour moi, il y a trois grands leviers. Il y a vraiment trois grands cas d'usage. Donc déjà, la première chose, c'est ce que vous disiez. On a une plateforme de mobilité bancaire chez Majorel qui permet de simplifier la principalisation des clients. Donc, on a les clients qui peuvent, suite à la loi Macron, les banques sont obligées de proposer une solution pour principaliser les clients. Et donc, nous, on a une plateforme qui permet en front aux clients final de pouvoir en toute autonomie, pouvoir transférer tous ces flux financiers. Donc ça, c'est la première chose. Ça permet d'aider les clients bancaires à principaliser leurs clients. Et donc, une fois que le client est principalisé, c'est là où on va pouvoir avoir un maximum d'efficacité pour de l'upsell. Donc ça, c'est la première étape. La deuxième chose, c'est on travaille beaucoup sur l'assistance à l'onboarding. Donc, on a plusieurs manières de fonctionner, mais en règle générale, ce qu'on observe, c'est que sur les banques en ligne, un client appelle entre 2 et 5 fois pour pouvoir s'onboarder parce que il a des questions, parce qu'il a peut-être un problème technique, parce que il a eu peut-être une de ses pièces qui a été refusée, par exemple. Et donc, nous, on va travailler sur l'assistance à l'onboarding, où on va expliquer au client comment il peut s'autonomiser tout seul, expliquer au client comment il peut s'onboarder tout seul, mais on va aussi travailler sur des clients qui sont dans le funnel de transformation et qui n'ont pas terminé toute la transformation, qui se sont pas encore onboardés totalement. Et donc, on va faire de l'appel sortant pour aller les aider à terminer leur onboarding, pour essayer de comprendre quels sont les freins qui auraient pu apparaître chez eux et ainsi maximiser le taux de transformation. Et une fois que le client est onboardé, on travaille aussi sur tout ce qui est welcome call. Donc, on va rappeler les clients nouveaux pour leur présenter différents types d'offres. Et ça permet d'assister à l'enrôlement aussi bien dans l'autonomisation que dans l'upsell pour le client bancaire. Et la troisième chose sur laquelle on va intervenir, c'est la partie back-office souscription. Donc, par exemple, dans les banques en ligne, on travaille beaucoup sur de l'étude de dossier d'ouverture de compte, où on va travailler sur le KYC. Donc là, on a vraiment un objectif de rapidité, de fluidité et de conformité de ce qu'on peut opérer. Et sur la partie plus société de financement en particulier, là, on va travailler sur de l'octroi de financement, où on va aller plus en profondeur sur la fraude, sur les typologies de fraude. Et donc, toutes ces trois leviers, en fait, tous ces trois cas d'usage, c'est la rapidité, la fluidité, la conformité. C'est vraiment les éléments sur lesquels nos clients donneurs d'ordre nous attendent. Merci beaucoup. Gilles, chez Plebicom, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment les solutions de cashback peuvent jouer un rôle clé dans cette phase d'acquisition ? Oui, en effet, je pense un chiffre intéressant à avoir en tête, 60% des Français gèrent leur budget à l'euro près. Donc, le moindre euro économisé pour 60% des Français, c'est important. Et donc, le cashback est un bras de levier d'acquisition, je dirais, qui devient de plus en plus fondamental, que ça soit pour les banques, que ça soit pour tout type d'acteurs qui veulent recruter. Donc, une fois qu'on a ça en tête, en effet, derrière, il faut avoir la meilleure offre, c'est-à-dire être capable de négocier avec les enseignes des offres de cashback qui soient suffisamment attractives pour qu'un membre puisse ouvrir un compte bancaire, en cas de banque, ou ouvrir un compte sur un de nos sites B2C. Donc, je pense qu'en effet, l'offre de cashback est une offre extrêmement intéressante, surtout si vous êtes capable de faire des offres de type cashback au premier achat. Ils peuvent être des offres très agressives, de type 20-30% de cashback offert sur votre premier achat. Donc, en effet, le cashback est un élément intéressant pour pouvoir recruter.
Maintenant, nous, on a deux types d'activités, comme je disais tout à l'heure, hein, le B2C et le B2B. Sur le B2C, on investit entre 3 et 5 millions d'euros tous les ans pour faire de l'acquisition, hein. Donc, on recrute environ 100 000 membres par mois. Donc tout ça, c'est en effet au travers de canaux très diversifiés, hein. Vous avez les canaux, on va dire, gratuits, de type SEO, de type parrainage dont on parlait tout à l'heure. Et puis vous avez les canaux qui sont plus payants, de type achat de mots-clés, de type TikTok, enfin, réseaux sociaux, etc., etc. Donc ça, c'est la partie B2C. Ça, c'est nos propres sites. Maintenant, en effet, on travaille en marque blanche. Et donc, pour les marques blanches, prenons l'exemple des banques, eh bien là, c'est elles qui vont, je dirais, gérer les budgets d'acquisition et d'onboarding, on va dire, des clients dans ces programmes d'avantage. Bah, elles ont beaucoup de dispositifs, les banques. Les banques ont la chance d'avoir des agences. Donc, la communication en agence est extrêmement intéressante parce que dès que vous avez une intermédiation humaine dans l'enrôlement, c'est-à-dire quelqu'un qui vous explique comment ça marche, qui vous montre l'utilisation de l'application, l'utilisation du site, mais vous voyez que vous avez non seulement un onboarding beaucoup plus puissant, mais une activation, dont on parlera tout à l'heure, la fidélisation et l'activation, qui devient aussi beaucoup plus importante. Donc, c'est les différents dispositifs, en effet, qu'on met au point avec les banques. C'est comment arriver à faire que le client, soit qui est déjà client bancaire, je le fais devenir actif dans le programme d'avantage, ou utiliser le cashback comme étant un vecteur de recrutement pour les banques. Ça devient pour les banques un axe stratégique, parce que souvent, le cashback est associé à un moyen de paiement. Donc, l'enjeu des banques, c'est comment je fais pour que mon moyen de paiement soit utilisé versus celui de mon concurrent et soit uniquement utilisé. Donc, si j'associe du cashback à l'utilisation de ma carte de paiement, eh bien, c'est un moyen extrêmement puissant pour favoriser l'utilisation d'un moyen de paiement. Merci beaucoup. Et enfin, Christophe, qu'en est-il chez Zelros ? Bah, nous, ce qu'on observe, donc nos clients sont des acteurs financiers établis, voilà, avec des bases clients historiques extrêmement massives, parfois de plusieurs dizaines de millions effectivement de clients. Donc leur enjeu, ça va être de leverager cette base client et de la travailler finalement en profondeur. Donc l'avantage, c'est que ça permet des coûts d'acquisition d'équipements complémentaires assez faibles, puisque voilà, il s'agit de repérer les clients les plus appétents, les plus éligibles. Donc voilà, les cas d'usage qu'on voit et la technologie et l'apprentissage et le machine learning permettent de le faire, c'est donc de ce scoring, voilà, de clients, l'identification de la meilleure offre complémentaire. On est sur des clients entre la banque et l'assurance qui ont parfois 30, 40, 50 produits sur également des équipements de vie ou non-vie à proposer. Donc l'enjeu, ça va être d'identifier effectivement le meilleur client à adresser, le meilleur produit à proposer et le meilleur messaging également le plus personnalisé. Donc comment expliquer la valeur d'un nouveau produit de protection ou de financement ou de paiement par rapport à la concurrence, avec également un enjeu de cohérence multicanal, c'est-à-dire que les consommateurs aujourd'hui, on le sait bien, se renseignent en agence pour finaliser leurs achats en ligne, ou à l'inverse se renseignent en ligne pour finaliser en agence. Donc voilà, un des enjeux qu'on observe et sur lesquels on nous demande de l'aide, c'est également cette cohérence multicanaux individualisée. Et encore une fois, sur ce cas particulier de multi-équiper des bases clients déjà massivement fidèles. Merci beaucoup. Donc, on voit que l'acquisition, c'est une phase clé de ce cycle de vie, mais vous avez tous commencé à en parler un peu de cette autre phase assez clé qui est celle de la fidélisation et de pouvoir davantage engager les clients dans le temps. Donc, quels sont justement les leviers que vous utilisez pour fidéliser vos clients, en commençant à nouveau par Marc chez Nickel? Ouais, alors ce sujet de la fidélisation, c'est évidemment un enjeu fort chez Nickel. On recrute beaucoup de clients, je l'ai dit tout à l'heure, mais on a aussi un certain nombre de clients qui nous quittent. Un client reste chez nous en moyenne environ 4 ans. Et on a à peu près un tiers de nos clients qui nous quittent, qui ne renouvellent pas leur cotisation au terme de la première année. Donc, on a un vrai enjeu de fidélisation chez Nickel. Alors,
le point sur le fait qu'un certain nombre de nos clients nous quittent, c'est aussi assez inhérent au produit nickel, hein, puisqu'on a un certain nombre de nos clients qui ont juste un besoin ponctuel de leur compte. Je sais pas, par exemple, des enfants qui partent en colo et qui ont besoin d'une carte de paiement pour ces vacances. On a je sais pas, des touristes qui passent en France, qui vont rester un mois en France et qui veulent avoir un moyen de paiement local. Donc, voilà, on sait qu'on a une part de nos clients qui ne font que passer chez Nickel, mais on a aussi des clients qui arrivent avec un besoin initial qui est celui du paiement et qui progressivement peuvent avoir aussi d'autres besoins qui apparaissent. Donc, on a deux grands enjeux, deux points sur lesquels on travaille énormément aujourd'hui pour essayer de toujours mieux accompagner nos clients, parce que c'est l'élément clé de notre fidélisation. Le premier point, c'est d'améliorer les parcours, d'améliorer ce qu'on fait vivre à nos clients. Alors, pour ça, en fait, on écoute énormément nos clients. C'est vraiment quelque chose qui est ancré dans les gènes de Nickel. Et on a fortement investi, par exemple, sur des équipes de data analystes, sur des façons de consolider justement la data, de collecter, de consolider la data au sein de Nickel pour pouvoir l'analyser et proposer des choses, effectivement, qui soient les plus adaptées à ce que nous demandent nos clients. Alors, on a tout un tas de capteurs qui sont déployés pour ça. On a déployé, évidemment, comme toutes les entreprises, des enquêtes NPS, CSAT, CES. On a mis en place des enquêtes de satisfaction une fois qu'on a des interactions avec nos clients. Donc ça nous permet de savoir ce que nous disent nos clients. On regarde aussi ce qu'ils ne nous disent pas directement, mais qu'ils peuvent dire sur les réseaux sociaux, par exemple. Donc, on regarde ce qui se passe sur les sites d'avis, sur les différents stores, effectivement, pour voir ce que nos clients peuvent manifester sur Nickel. Et puis, il y a aussi ce qu'ils nous disent pas, ce qu'on peut voir dans nos différentes bases, au travers des opérations, effectivement, qu'ils peuvent effectuer. On regarde de très près pour essayer de comprendre le mieux possible, le plus finement possible, ce que vivent nos clients. Tout ça, on le bascule dans un cockpit qui nous permet effectivement d'afficher à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise ce que sont les niveaux de satisfaction de nos clients, ce qui est la satisfaction sur les différents parcours de vie de nos clients. Et puis, sur la base des principaux irritants que l'on peut identifier, en fait, on a une boucle d'amélioration continue qui a été mise en place avec un trio qui est extrêmement efficace, qui rassemble à la fois des product owners, des data analysts et des UX designers qui, tous les trimestres, prennent un parcours et puis essaient de le tordre dans tous les sens, de comprendre effectivement ce qui marche bien, ce qui marche moins bien, d'imaginer des solutions, de les tester, de les améliorer comme ça en continu pour rendre la vie plus simple à nos clients. Et puis, ça donne des choses très concrètes. Par exemple, il y a quelques semaines de ça, on a travaillé sur le parcours de changement de numéro de téléphone, quelque chose de très simple pour lequel nos clients ont souvent des besoins. Donc, on a changé quelques boutons, quelques phrases ici et là. Et ça donne des résultats assez bluffants. On avait 60% de clients qui arrivaient à changer leur numéro de téléphone en self-care il y a 3 mois de ça. On a 80% maintenant. Et puis, dans le même temps, on a eu 35% d'appels en moins au service client sur ce parcours, par exemple, grâce à ces différentes initiatives. Donc voilà, c'est un premier point qui permet de fidéliser. C'est des basiques, mais ça permet effectivement de rendre nos clients toujours plus satisfaits et donc d'avoir toujours envie de se prolonger un peu plus dans la durée chez Nickel. Donc ça, c'est le premier point, l'amélioration continue. Et le deuxième point, qui est aussi un point extrêmement important pour nous, c'est la diversification. On essaie petit à petit de proposer de plus en plus de choses à nos clients, parce qu'on sait que nos clients arrivent avec un besoin simple, celui de payer, d'être payé, mais progressivement, à mesure qu'ils avancent dans leur cycle de vie, ils peuvent avoir des besoins qui dépassent le cadre du seul paiement. Donc, depuis 2 ans, on commence à proposer progressivement des offres complémentaires, en plus de notre cœur de métier du paiement, pour essayer de fidéliser nos clients. Donc, on a mis en place une petite réserve d'argent, par exemple, avec Floa, qu'on appelle coup de pouce, et qui permet à nos clients d'avoir cette capacité justement à avoir une réserve d'argent à disposition. On a une offre d'assurance habitation qu'on a mis en place avec un partenaire qui s'appelle Lemonade également. On a d'autres idées en cours pour continuer comme ça à proposer quelques nouvelles offres de manière assez disruptive. Donc, c'est quelque chose qui permet aussi de fidéliser nos clients. Alors, on ne devient pas une banque ou un assureur pour autant. On travaille en partenariat justement avec des marques avec lesquelles on fait de la mise en relation. Mais ça permet effectivement de répondre à des besoins de nos clients. Et puis, ça rencontre un certain écho. Je parlais de l'habitation tout à l'heure. On a environ 1000 clients tous les mois qui souscrivent à cette offre d'assurance habitation. Donc, on voit que ça répond effectivement à un vrai besoin de leur part. Donc, c'est vraiment les 2 points pour nous sur lesquels on travaille actuellement. C'est essayer de renforcer cette qualité de traitement, ces parcours optimisés. Et puis, le deuxième point, c'est effectivement cette stratégie de diversification pour accompagner nos clients. Merci beaucoup. Gilles, est-ce que vous aussi, vous pourriez nous partager des leviers ou des cas d'usage que vous déployez pour la fidélisation des clients? Oui, je pense que ce qui est intéressant de rappeler, c'est que la clé de la fidélisation, c'est 3 choses. C'est d'avoir un produit qui est de super qualité, c'est-à-dire pas de bugs,
une application qui est fluide, des UX au top, premier point. Deuxième point, c'est un service au top, c'est-à-dire que la promesse du cashback doit être tenue, la promesse du SAV et des délais de réponse doit être tenue, enfin bref, un service de qualité. Et la troisième chose, c'est le contenu. C'est-à-dire le contenu, les offres sont bien décrites, les offres sont claires, les offres sont compréhensibles, les offres sont attractives. Donc ça, c'est le triptyque, on va dire, de la fidélisation. La problématique qu'on a de plus en plus d'ailleurs, c'est que d'ailleurs quand vous travaillez beaucoup, on était numéro 1 là, sur les stores, sur les applications de shopping. C'est pas parce que vous faites des downloads que vous faites de l'acquisition. C'est pas parce que vous faites de l'acquisition que vous faites de l'activation. C'est pas parce que vous avez activé que vous avez fidélisé. Donc chaque étape est vraiment un effort très important. Donc une fois que vous avez fait ce triptyque, la deuxième chose importante, c'est d'animer. C'est-à-dire que si finalement votre système d'inventage il est un peu froid, il bouge pas beaucoup, il n'y a pas des offres waouh qui de temps en temps arrivent, ou des offres sur des durées limitées en 24 heures ou que sais-je encore. C'est-à-dire si vous animez pas ce programme-là, eh bien vous allez tomber dans l'oubli de vos clients. Il faut garder en tête que 0,3% des applications des stores sont utilisées. Donc, oui, il y a très peu d'élus par rapport à l'ensemble des applications qui peuvent exister. Donc l'animation, deuxième point très important. Et là, ça passe par en effet des offres qui soient très intéressantes, avec des durées de temps limitées, le plus ciblées possible, parce qu'en effet, l'offre qui correspond à une personne n'est pas forcément la même que celle qui correspond à une autre personne. Donc, bref, animation, ça c'est le deuxième point très intéressant. Et puis après, vous avez tout un système intelligent qu'il faut mettre en place. C'est-à-dire que quand vous voyez quelqu'un qui était très actif devient moins actif, il achetait toutes les semaines chez Yves Rocher, par exemple. Vous voyez, d'un seul coup, pendant 5-6 semaines, il n'a pas acheté. Là, vous avez un trigger un peu intelligent ou un push un peu intelligent qui va lui envoyer un bonus pour se réactiver. Et donc, avec cette technique, on va dire, un peu de stratégie tactique, vous pouvez maintenir un niveau de fidélisation qui est honorable. Mais dans les systèmes d'avantage aujourd'hui de fidélisation, le taux de churn est quand même assez important. On parle en moyenne de 30%. Donc c'est quand même une bataille très on va dire très dure. Enfin, dernière chose qui peut aider à fidéliser, on l'a vu tout à l'heure. Vous avez, on va dire, j'appellerais ça l'effet portefeuille. C'est évidemment le gain et l'économie que vous pouvez faire qui va vous aider dans votre pouvoir d'achat, mais vous avez aussi l'effet cœur. Un exemple, sur un des programmes qu'on anime auprès de la Banque Postale, les cashbacks peuvent être soit vous pouvez les récupérer dans votre portefeuille, soit vous pouvez les transformer en arbres ou en dons auprès d'associations. Vous voyez, on peut très bien avoir des systèmes un peu plus émotionnels qui font que je vais rester dans ce programme davantage parce que j'y trouve un sens et parce que à chaque fois que je fais un achat, je suis en train de planter un arbre, par exemple. Donc il peut y avoir un effet comme ça, un effet intéressant qui va favoriser la fidélisation, pas forcément avec uniquement le meilleur cashback, mais avec d'autres typologies d'offres qui vont en effet faire que votre churn soit le plus faible possible. Et la mesure de tout ça, c'est un peu la mesure du tunnel complexe. Donc une fois que vous avez activé, est-ce que l'activation finalement c'est quelqu'un qui va acheter une fois ou qui va finalement acheter une fois et après abandonner? Ou est-ce que d'ailleurs c'est quelqu'un qui est activé mais qui dépense finalement très très peu chez vous alors qu'il pourrait le faire beaucoup plus? À partir du moment où vous avez accès aux données de paiement de quelqu'un, vous pouvez voir exactement est-ce qu'il utilise à fond le programme d'avantage ou pas du tout, ou très peu. Et donc vous avez plein de tactiques qui permettent, grâce à des données en effet autour des données de paiement, d'aller avoir des stratégies non seulement d'enrôlement mais d'activation et de fidélisation qui peuvent être hyper personnalisées. Parce qu'on peut très bien connaître votre zone de chalandise, on peut très bien donc avoir des offres qui soient même très géolocalisées. Donc ça aussi, la personnalisation peut être un élément clé de la fidélisation sur cette typologie de programmes et en particulier des programmes bancaires. Merci beaucoup. Christophe, est-ce que vous voyez d'autres leviers à partager ? Pour compléter, et je partage effectivement tout ce qui a été dit, pour revenir effectivement à la fidélisation, nous, ce que nos clients observent, c'est une corrélation directe entre le taux de multi-équipement et la fidélité. Donc l'enjeu, effectivement, c'est de passer
pour un nouveau client de un produit à un deuxième, à un troisième, etc. Donc on a beaucoup de demandes autour de l'enablement et de l'assistance, encore une fois, des conseillers. On est aussi dans une période assez critique où il y a toute une génération de conseillers qui va commencer à partir à la retraite et une nouvelle génération de conseillers, d'ailleurs, pour ceux qui sont parisiens, on a même je crois que c'est la Banque Populaire qui fait la pub dans le métro, justement pour recruter des jeunes conseillers, parce que c'est voilà un domaine sous tension. Et donc la technologie qu'on développe va justement permettre d'attirer ces nouvelles générations qui ont certainement des bonnes capacités de savoir-être et relationnel, mais la partie savoir-faire, montée en compétences, va être un enjeu. Donc voilà, avec des technologies comme les nôtres, là, dans une caisse régionale d'un banque assureur, on a observé une réduction de 6 mois à 2 mois pour la montée en compétence d'un nouveau conseiller sur certains produits complémentaires. Donc, les premières ventes se font au bout de 2 mois au lieu de 6 mois. Donc, évidemment, une mise en succès, une position de succès du conseiller qui va le rendre encore plus sûr de lui, éviter le churn du conseiller lui-même. Et puis évidemment 4 mois de gagnés qui sont 4 mois sur 12 de nouveaux contrats directement souscrits en plus. Un autre exemple, ça va être tout ce qui est effectivement l'IA générative, on pourra en reparler après, mais l'accès par exemple aux bases de connaissances. On sait qu'on est dans des métiers, alors surtout nous, nos clients qui sont comme des clients historiques avec des strates successives de documentation et des produits assez hétérogènes. Donc je vous passe les effectivement bases documentaires diverses et variées. Et l'IA générative, voilà, va permettre d'accéder plus rapidement à ces informations en langage naturel, un peu comme on le fait pour le grand public avec ChatGPT, mais là en environnement sécurisé et professionnel. Et là, à nouveau, du gain de temps, on évite des appels, un peu comme ça a été dit, vers les back-office spécialisés. On rend de l'autonomie au point de vente et au réseau de distribution. Et donc là, on a, voilà, pour un de nos clients, par exemple, fait économiser 100 000 heures par an sur une équipe de 100 personnes grâce à la mise en place de ce système d'accès documentaire aux conditions générales et autres FAQ ou modes d'emploi d'aide à la vente en passant sur ces nouvelles technologies. Donc voilà un peu nous les enjeux sur nos acteurs banques-assureurs traditionnels tels qu'ils nous remontent. Merci beaucoup. Et enfin, Frédéric Fromageret. Merci. En fait, je vais un peu rebondir sur tout ce qui a été dit, mais voilà, les clients sont de plus en plus autonomes, ils sont de plus en plus autonomisés, ils ont de plus en plus d'outils, les clients peuvent faire leurs opérations eux-mêmes de plus en plus. Donc, quand ils appellent le service client, c'est qu'ils ont vraiment un vrai problème et un vrai sujet. Et nous, on est attendu sur la qualité, on est attendu sur la conformité des appels, on est attendu sur la résolution au premier appel. Donc, le levier formation, il est extrêmement important pour nous. Le levier formation, le levier personnalisation, le levier responsabilisation du conseiller avec des opérations qui sont de plus en plus complexes. Là, par exemple, je prends un exemple d'une fintech qu'on accompagne où avant on était attendu sur du service client niveau 1 avec des types d'actions très simples. Aujourd'hui, on va jusqu'à du support technique où on a des techniciens au téléphone qui peuvent rentrer dans le code pour débugger avec les clients. Donc, on est vraiment attendu pour fidéliser les clients à répondre aux besoins en profondeur, rapidement. Et donc, pour nous, le levier recrutement est extrêmement important. On va chercher des skills chez les conseillers qui sont de plus en plus différentes. Le levier formation et le levier montée en compétences est extrêmement important chez nous. Donc, on va aussi utiliser des outils pour pouvoir former et pour pouvoir maintenir les compétences des collaborateurs. Et puis, le levier outils, aujourd'hui, on a des clients qui opèrent des clients, des acteurs plus historiques qui opèrent avec un très grand nombre d'outils et d'autres qui opèrent avec peu d'outils, mais l'expérience du collaborateur pour simplifier ses tâches, pour simplifier la compréhension du besoin du client
qui est de plus en plus complexe, comme je le disais, nous, on a besoin de simplifier l'expérience du collaborateur. Et donc, c'est vraiment ces leviers-là qui vont être extrêmement importants pour que le collaborateur il puisse se concentrer sur l'empathie, sur l'écoute et moins sur l'outil, le fonctionnement, la recherche d'informations. Donc, la formation du conseiller, la montée en compétences est extrêmement important pour nous. Voilà comment on fidélise les clients en répondant à leurs questions de plus en plus complexes. Merci beaucoup pour tous ces retours. Si on va encore un cran plus loin et qu'on parle maintenant de rétention, est-ce que vous avez des éléments à nous partager justement sur les stratégies ou ce que vous mettez en place pour cette dernière phase, on va dire, du cycle de vie qui est celle de la rétention, en commençant peut-être par Gilles? Sur la rétention, alors ce que je disais tout à l'heure, c'est plus vous avez des offres personnalisées, plus finalement vous allez intéresser le client à le fidéliser. Parce que quelque part, vous avez finalement un temps de parole auprès de ce client qui devient de plus en plus réduit. Qui plus est, quand il utilise des apps, vous avez même un temps, on va dire une surface de visibilité qui devient de plus en plus réduite, parce que une app, vous n'avez pas énormément de choses que vous pouvez dire sur une app. Donc l'importance cruciale, c'est d'avoir finalement le message qui d'emblée va aller correspondre à l'attente et aux besoins du moment de la personne à qui vous êtes en train de parler. Donc, dans cette rétention, la personnalisation devient clé. Or, les banques ont cet avantage d'avoir accès, à partir du moment où le consommateur dit son opt-in, on va dire, éclairé, la banque a accès à l'ensemble des données de paiement de ce consommateur. Une fois que vous avez ces données gigantesques, vous êtes capable de savoir exactement on va dire, les usages de consommation de la personne. Et puis vous êtes capable, on travaille beaucoup là-dessus, avec de l'IA, de dire aux consommateurs, écoutez, ce qu'on observe, c'est quand même que vous payez très cher votre forfait téléphonique par rapport à des personnes qui vous ressemblent. Vous pourriez faire beaucoup d'économies là sur vos courses chez Carrefour en utilisant des bons d'achat Carrefour. Vous avez une mutuelle ou vous avez une assurance là qui est par rapport à a priori ce que l'IA a détecté qui est beaucoup trop cher. Donc vous pourriez juste en appuyant sur un clic, on peut vous faire pour vous un appel d'offres, regarder quelles sont les offres et vous optimiser un petit peu tout votre budget. Ça, c'est une valeur ajoutée qui fidélise énormément. Les personnes aujourd'hui, elles ont besoin d'avoir quoi? D'avoir finalement la bonne offre au bon moment et puis qu'on leur facilite la vie si à un moment donné, elles veulent changer d'offre. Aujourd'hui, grâce à ces données de paiement et grâce à l'IA, on est quand même capable d'avoir des préconisations, des recommandations qui vont tout de suite permettre à un consommateur de faire des économies sur ses achats du quotidien. Aujourd'hui, on a des offres de Carrefour, on a des offres d'Auchan, on a des offres en effet sur vraiment les achats alimentaires du quotidien, ou même si c'est 4-5% sur un panier à 100 ou 200 euros, et bien tout de suite, c'est quelque chose d'assez significatif quand vous faites en effet ça à chaque semaine. Donc l'IA et la donnée de paiement, c'est un mariage très intéressant pour le consommateur et c'est une des solutions pour le sujet de la rétention. Quand on sait que le zapping devient très important, même pour les banques, être capable d'améliorer le churn de quelques pourcents, c'est un enjeu colossal. Donc quand vous avez la bonne offre au bon moment, en utilisant vraiment les données de paiement des personnes pour être capable de cibler et de lui faciliter la vie pour optimiser son budget, c'est une des réponses extrêmement pertinentes, je pense, sur les années qui viennent, pour être capable, pour les banques en tout cas, être capable en effet, de fidéliser encore plus leurs clients et aller au-delà de, je dirais, les simples services habituels bancaires. Être capable d'accompagner quelque part le consommateur dans la gestion de son budget, dans l'optimisation de ses dépenses, avec des solutions IA et avec toute la data dont on dispose. Merci beaucoup. Frédéric, comment vous traitez cet enjeu de rétention? Alors, on a plusieurs axes sur la rétention, mais le premier qui me vient, c'est sur les sociétés de financement particuliers, où on travaille beaucoup sur la partie recouvrement amiable. Et je me souviens de nombreuses doubles écoutes que j'ai faites sur différentes sociétés de financement particuliers, où on a des clients qui appellent, qui sont limite gênés parce que voilà, ils ont un premier impayé, c'est une situation qui est pas simple. Et nous, en fait, on va avoir une posture un peu différente de de certains pure players. On vient de la relation client, nous, donc on a une posture qui est plutôt dans l'écoute, qui est plutôt dans
dans la dédramatisation et dans le fait de trouver des solutions, de trouver des plans d'appurement un peu malins, de renforcer la relation. On est plus dans le relationnel. Et donc, en fait, ce qu'on observe, c'est que sur ce type de flux, en fait, on a des clients qui arrivent avec une posture plutôt de gêne et qui repartent où ils sont plutôt satisfaits parce qu'ils disent ah bah le conseiller m'a écouté, le conseiller m'a donné des solutions, le conseiller a été empathique avec moi. Et en fait, même ce qu'on observe, c'est qu'en termes de NPS ou en termes de CSAT, on a des très très bons résultats quand on arrive à trouver des plans d'appurement ou des situations qui permettent de trouver des situations saines très simplement. Et c'est un levier de fidélisation, le recouvrement amiable dans certaines situations. Merci beaucoup. Et enfin, Christophe, est-ce que vous avez des éléments à partager sur cet enjeu de la rétention? Oui, bah dans un contexte effectivement d'importante concurrence où le produit, le tarif, voilà, sont plus forcément ce qui va seulement différencier, reste le plus. Alors on travaille beaucoup avec nos clients, donc ce qu'ils vont aller chercher, c'est la proactivité, du conseil, effectivement, de prévention ou de protection, vraiment transformer la vente d'un ancien mode de vente centré produit, où on va demander ce que vous auriez besoin ou pas de ce produit de financement ou de ce crédit, à quelque chose de beaucoup plus centré sur le besoin et sur le devoir de conseil. Donc c'est cette proactivité, ce conseil personnalisé avant tout qui va créer cette différence. On parle beaucoup aussi d'essayer de rendre les conseillers avec davantage d'intelligence situationnelle, donc au-delà des guidelines et bien sûr de la conformité qui oblige à respecter certaines règles. On a également quelques acteurs, en particulier les mutualistes, voilà, qui développent beaucoup cette intelligence situationnelle, cette capacité de sortir également du cadre, d'être force de proposition. Et donc ça, c'est sûr que c'est des propositions de valeur et en tant que client, en termes de perception extrêmement puissantes pour fidéliser dans la durée. Merci beaucoup. On a beaucoup parlé de l'écoute de la voix du client, de personnalisation de l'offre et des parcours. Et on a aussi commencé un peu à parler de l'IA, et donc ça amène cette dernière question qui sont comment vous appuyez sur les technologies émergentes justement pour pouvoir optimiser, renforcer la valeur de ce cycle de vie du client. Et poser d'abord cette question à Marc. Ouais, alors sur ce sujet, on est évidemment assez convaincu que ces nouvelles technos, et en particulier celles qui sont liées à l'IA générative, doivent nous permettre effectivement de renforcer les interactions qu'on a avec nos clients, la prise en compte effectivement d'un certain nombre de challenges liés au cycle de vie. Alors, il y a 3 cas d'usage notamment qu'on est en train de regarder ou sur lesquels on a déjà un peu avancé pour le moment. Alors, il y en a un qui fait référence à ce qu'évoquait Christophe tout à l'heure, effectivement le sujet de l'accès aux bases documentaires pour que les équipes effectivement puissent avoir cette capacité à apporter des réponses qui soient toujours plus adaptées justement aux questions des clients. Donc sur ce sujet, on a créé une base de connaissances très simple qui s'appelle Nickel Assist et qui rassemble en fait différentes bases documentaires qu'on pouvait avoir ici ou là au sein de l'entreprise. Donc on a intégré tout ça dans un modèle LLM pour que nos conseillers puissent, dès qu'ils ont une question sur un process, avoir accès à une information fiable, une restitution simple et précise là aussi qui est fournie par l'IA générative. Donc ça, c'est un premier use case qu'on a pu tester. On est en train de travailler aussi en ce moment avec, alors, on regarde en interne, on regarde aussi avec certains de nos partenaires, comment on peut justement faciliter le traitement par nos équipes des demandes des clients, notamment avec plus de personnalisation, plus de proactivité dans le traitement des demandes justement de ces clients. Et on regarde par exemple des choses toutes simples qui peuvent appuyer notre service client, comme
des résumés de boucles de mail, des suggestions de réponses plus personnalisées, une aide à la rédaction avec une correction d'éventuelles fautes d'orthographe ou de formulation qui ne seraient pas les plus adaptées. Donc voilà, donc là aussi on a ces technos d'IA qui peuvent nous apporter une réponse. Et puis on travaille aussi, il y a un troisième use case sur comment on affiche plus de data dans l'environnement de travail de nos conseillers pour que là aussi ils soient toujours plus proactifs dans leur interaction avec les clients. Je sais pas moi, quand un client a eu une insatisfaction récente, quand il a essayé de nous appeler plusieurs fois, si on est capable de calculer par exemple un score de sentiment, c'est des choses qu'on est en train d'afficher progressivement dans cet environnement de travail de nos conseillers pour essayer de donner toujours plus de capacité à personnaliser l'interaction, à s'adapter aux besoins du cycle de vie à un moment ou à un autre. Voilà. Donc ça, c'est quelques axes, quelques use cases qu'on travaille actuellement. Alors après, on le fait avec attention parce qu'on parle effectivement sujet d'IA générative. Donc il y a des questions de données, de maîtrise de la donnée que l'on met dans ces différents outils. On est une entreprise de paiement, donc on est une entreprise réglementée avec des régulateurs qui regardent évidemment avec attention ce que l'on fait. Donc on se doit d'être très très vigilant par rapport à ça. Donc on travaille en lien étroit avec le groupe pour voir ce que l'on a envie de faire et puis ce qu'on a moins envie de faire. Mais en tout cas voilà, il y a de belles perspectives qui sont devant nous sur ces sujets-là, dans cette direction de personnalisation, de plus de proactivité. Donc on va continuer à travailler ça dans les prochains mois. Merci beaucoup. Christophe, est-ce que vous avez aussi des cas d'usage à partager? Oui, alors, donc Opinion, nous, c'est un peu notre cœur métier, hein, c'est la proposition de valeur de Zelrose que d'utiliser l'IA. Donc, on est né comme ça. C'est vrai que depuis le 30 novembre 2022, là, on vient de fêter les 2 ans, effectivement, de la naissance de ChatGPT au grand public. Donc, ça a accéléré... pas tant des nouveaux cas d'usage, mais il y avait certains plafonds de verre qui ont pu être dépassés. Donc on a déjà cité l'accès aux bases de connaissances. Il y a tout le sujet du traitement automatique de pièces justificatives, par exemple, sur lesquelles les LLM, qui sont du multimodaux, donc ils ont cette capacité bien sûr de parler et de lire, mais également de comprendre les images. Donc sur des documents complexes, d'extraction d'informations. Là, il y a eu des avancées significatives et des réductions de temps de traitement. On a également pour la conformité, là pour certains processus, par exemple, de gestion de sinistres autour du bris de glace auto, par exemple, des besoins de conformité ou de vérification de coûts à partir de référentiels. Donc là aussi, des possibilités d'optimiser ce contrôle réglementaire ou ce contrôle économique. Enfin, des choses où on est déjà prêt techniquement, mais on sent qu'il y a encore un peu de chemin pour le faire, mais ça va le faire. C'est tout ce qui est le traitement des flux vocaux, donc effectivement des synthèses soit post-appel ou en temps réel, voire l'agrégation également des données non structurées comme l'historique des emails ou les notes de synthèse du conseiller. Donc un petit peu comme on utilise les LLM un peu à l'inverse de ChatGPT. Voilà, ChatGPT grand public, c'est on pose une petite question et on a une grande réponse. Là, en milieu B2B entreprise, on l'utilise plutôt de façon inversée. Donc, on met en entrée de ces LLM de multiples informations non structurées, le profil du client, les synthèses vocales, les historiques des emails, les conditions générales, les manuels de formation, et on demande au LLM de façon proactive à proposer 2 ou 3 conseils personnalisés, toujours avec le reasoning, et effectivement, comme disait Marc sur la partie réglementaire, donc cette traçabilité de la source de l'information. Il ne suffit pas du tout d'utiliser ChatGPT en roue libre comme la version grand public qui a des risques d'hallucination, mais vraiment quelque chose de on appelle groundé et sourcé sur ces données entreprises. Donc je pense qu'on est au tout début, encore de ces nouvelles technos. Tout le monde y va pas à pas. Souvent c'est pour l'instant dans les mains du conseiller, pas encore en autonomie dans les mains directes du client final, mais on sent qu'on est au tout début de cette nouvelle ère.
Merci. Et avant de répondre aux questions, peut-être que Frédéric, vous avez aussi quelques cas d'usage à partager sur ce sujet. Oui, sur la partie IA, forcément, on travaille beaucoup sur ces sujets-là, hein. C'est des sujets qui sont assez cœur chez Majorel aujourd'hui. J'ai trois choses qui me viennent. La première étape, c'est la première chose qui me vient à l'esprit, c'est les outils d'aide à la décision. Comme je disais tout à l'heure, on est de plus en plus attendu sur des tâches qui sont de plus en plus complexes, qui nécessitent de plus en plus de formation, avec des interactions de plus en plus complexes et de plus en plus profondes dans les métiers de nos clients. Et donc, on a mis à disposition des outils d'aide à la décision, toujours pour améliorer l'expérience du collaborateur, où on va venir plugger des outils pour l'aider à mieux cerner le besoin. Et ça marche très bien en back-office, notamment sur des opérations qui sont comme de la gestion de sinistres ou comme de l'octroi de financement, quand on a besoin de se poser des questions très complexes, de réaliser des contrôles très spécifiques en fonction de cas d'usage ou de situations très, très, très différentes. Bah, ça permet d'améliorer le mindset du conseiller, d'améliorer la recherche du conseiller pour toujours être plus en conformité. Ensuite, sur le front office, on a beaucoup travaillé sur des outils de pré-rédaction d'emails où souvent on a des emails qui arrivent avec plusieurs demandes et donc pour aider le conseiller, bah, il peut copier-coller l'email et ça va lui résumer l'email et ça permet d'éviter qu'il y ait certaines demandes qui passent à l'as et que le conseiller réponde vraiment à toutes les demandes. Ça évite les fautes d'orthographe et ça permet de préconstruire un email qui va pouvoir après être modifié ou aménagé par le conseiller. Et puis l'IA, c'est très utilisé aussi chez nous sur l'analyse des enregistrements d'appels. L'IA marche très bien quand on a beaucoup de volume d'interactions, beaucoup de volume de données. Et donc, quand on a des enregistrements d'appels et qu'on en a un certain volume, on peut aller chercher les pépins, on peut aller chercher les petites choses qui sont pas forcément détectées dans les enquêtes de satisfaction et ça permet de pouvoir améliorer les process, améliorer les formations. Et je rejoins ce que disait Marc tout à l'heure, hein, l'enjeu de tout ça, c'est la souveraineté des données, hein. Aujourd'hui, comme on travaille beaucoup avec les banques, bah, nous aussi, on travaille avec des donneurs d'ordre qui sont régulés. Et puis, il y a aussi un autre enjeu, c'est l'authenticité de la relation versus le fait que la relation soit stéréotypée. Donc, il faut vraiment trouver le juste milieu entre tout ça pour pouvoir faire de la relation client et de faire du moment de vérité au moment où il nous appelle le client, ce qui est de plus en plus rare, hein, ce qu'on disait tout à l'heure, car il est de plus en plus autonome. Voilà, faire de ce moment vraiment un créateur de liens, un créateur d'opportunités et faire que la marque puisse rayonner pendant ce moment. Ben, merci beaucoup pour tous ces éléments. Je vois qu'on a une question sur la pertinence de mettre en place des conseillers attitrés. Je ne sais pas si l'un de vous souhaite répondre. Ouais, je peux en dire un mot. C'est très lié au secteur d'activité dont on parle. Enfin, moi, je pilotais des services clients banque privée précédemment. Là, on est sur une population un petit peu différente chez Nickel, puisqu'on est sur des besoins plus basiques. Pour moi, c'est vraiment lié aux besoins de nos clients. Plus on a des besoins qui vont être forts, précis, plus la nécessité effectivement d'avoir un conseiller attitré sera présente. Chez Nickel, on a un peu moins ce besoin. On a surtout un besoin de réactivité de la part de nos clients. Donc finalement, que ce soit un collaborateur ou un autre qui répondent à leurs demandes, j'ai envie de dire peu importe, tant que la réponse est vite répondue et bien répondue, le principal est là. Donc on n'a pas ce besoin, nous, de conseiller attitré, en tout cas chez Nickel, ce qui peut être très différent d'activités, évidemment, comme les activités de banque privée, par exemple, comme je citais tout à l'heure. Moi, je peux peut-être rebondir sur ce que disait Marc. Effectivement, ce qu'on observe, c'est sur certaines activités, notamment la gestion de sinistres, on a beaucoup de conseillers qui sont attitrés parce que forcément, il y a plein d'interactions, il y a plein d'échanges, il y a tout un processus. Et donc, le fait d'avoir un conseiller attitré, ça peut être différenciant. En revanche, toujours bien prévoir le backup, prévoir en cas de congé, etc. Ça tombe sous le sens, mais voilà, faut bien prévoir ce sujet. Et oui, ça peut être un élément différenciant et un élément de rassurance pour le client final, ouais, tout à fait.
Merci. Alors, je ne vois pas d'autres questions. Je ne sais pas s'il y en a à distance. Sinon, il est bientôt 10 heures. Si vous n'avez pas de questions, du coup, je pense qu'on peut conclure ce webinaire. Je vous remercie à tous d'avoir participé à ce webinaire. Pour information, comme je vous le disais au début, vous pourrez revoir ce webinaire en replay. Nous ferons un post LinkedIn et il sera disponible sur notre chaîne YouTube. Voilà. Un grand merci à vous et je vous souhaite une bonne journée et bonne semaine. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne Au journée. revoir. Au revoir.